souvent appelés, madame, les impérialistes. Ces gens-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, que la RDC est menacée, il y a la communauté internationale, il y a l'OTAN qui est là, il y a l'Union européenne, il y a beaucoup, madame, beaucoup d'organisations internationales. Et maintenant, aujourd'hui, nous avons, si comme nous avons dit la fois passée, et que le silence règne au sein de toutes ces organisations. Ce n'est pas qu'au Kabola, c'est ça, c'est simple. Et donc, ceux qui accusent le fédéralisme de séparatisme, ce sont justement ceux qui veulent que l'unitarisme qui a échoué, la décentralisation qui a échoué. Quand ils ont su que le système de l'unitarisme présente à tout moment de faiblesse, ils ont voulu se référer à la décentralisation. Mais il y a une porte par laquelle ces organisations internationales sont en train de passer. Mais ce sont ces éléments-là que je peux évoquer. La première, c'est la faiblesse de l'État congolais. Nous avons un État faible. Et cette faiblesse de l'État est due à plusieurs éléments, notamment la forme de l'État. Le développement va se répertorier dans le 25 provinces de notre pays. Au travers des États voisins pour les matières premières que nous avons. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Regard sur la bonne gouvernance, un magazine axé sur les indicateurs et principes liés à la bonne gouvernance. Sur ces plateaux, je suis avec M. Dieudonné Bojima, qui est président provincial de la BACO à Kinshasa, et M. Blaise Loutadila, qui est inspecteur général et membre du bureau politique de la BACO. Merci à vous, très chers invités, d'avoir répondu présent à notre invitation. Sans plus tarder, nous allons commencer par M. Dieudonné Bojima. Comment vous allez, M. Dieudonné? Oui, ça va très bien et la santé, ça va, et au rythme du pays. M. Blaise, vous êtes déjà un habitué de ces plateaux. Comment vous allez? Je vais bien, Madame Claudia. Je suis ravi de vous voir encore de nouveau au sein de ces plateaux. Et je remercie toute la population congolaise qui nous suit à ce moment. Et je tiens aussi à remercier le président général, l'honorable Pierre-Anatole Matoussi Lamalungeni, et aussi le secrétaire général Jean Kaïno Mpembele, et Maître Poite, qui est le vice-président général, et Doumbi, qui est l'honorable Doumbi, qui est le directeur du bureau politique. Je salue aussi de loin. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. J'espère que la SNEL ne va pas nous fausser compagnie aujourd'hui. Monsieur Dieudonné Bojima, parlons de la crise à l'est de la RDC. Cette crise qui perdure depuis, ça a commencé avec Bunagana. On disait Bunagana doit être libéré. Aujourd'hui, c'est plusieurs localités dans le Rutshuru qui sont entre les mains de rebelles M23. Avez-vous peut-être, en tant qu'analyste politique, une piste de solution à proposer pour la sortie des crises dans cette partie du pays? Eh bien, Madame Claudia, je suis ravi de vous entendre parler par rapport à la question que vous avez évoquée sur les conflits à l'est de la RDC. Et vous avez demandé que je puisse proposer des pistes de solutions. Et d'emblée, je vous dirais que je n'ai pas de pistes de solutions à proposer. Pourquoi? Parce que pour résoudre cette question, il faut rentrer dans l'histoire. Souvent, quand des analystes politiques sont en train de passer pour analyser cette question, il y a l'aspect historique qu'on est en train un peu de mettre de côté. Le problème de la guerre de l'Est ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas une affaire de Bunagana, ce n'est pas une affaire du M23, ce n'est pas une affaire du CNDP. Ça date de longtemps. Et pour ce faire, je vais
donner certains éléments qui vont faire réfléchir les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre par rapport à l'origine même de cette guerre. Qu'est-ce qui est en train exactement de se passer? Parce que vous conviendrez avec moi que si il y a le diagnostic qui est mal fait, et donc les résultats ou la thérapie sera aussi des côtés. Le premier élément que je vais donner, c'est la déclaration du pape François Ier, qui était dans le mur il y a quelques jours. Voici ce que le pape a déclaré. Ce pays et ce continent méritent d'être respectés et écoutés. Ils méritent espace et attention. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Que le monde se souvienne des désastres commis au cours des siècles au détriment des populations locales. Fin de citation. Ça, c'est le pape François. Au clair, ce que le pape voulait dire, c'est ceci. Que la communauté internationale à qui il a adressé sa parole ne respecte pas et n'écoute pas ce pays et ces continents. Il leur invite de retirer leurs mains. C'est un message qui n'était pas adressé aux Congolais, mais à une partie extérieure au Congo. Donc, les mains qui sont ici en Afrique et qui sont au Congo, ce sont des mains extérieures. C'est ce que nous devons comprendre pour commencer à proposer des solutions qui peuvent donner un espoir aujourd'hui et pour demain à cette question. Le pape a dit cessez d'étouffer l'Afrique. Autrement dit, il y a une force, il y a une puissance qui est en train d'étouffer l'Afrique. L'Afrique est étouffée. L'Afrique est considérée aujourd'hui comme une mine à exploiter. Donc c'est cela la vérité que nous avons entendue de la bouche du pape, qui n'est pas n'importe qui. Et bien qu'il soit le chef de l'Église catholique, mais il est le chef de l'État du Vatican et c'est une bouche autorisée à travers la planète. Voilà le premier élément. Le second élément, je l'ai tiré du ministre Paluku. Il a été gouverneur dans le Kivu pendant plusieurs années. Il est aujourd'hui dans le gouvernement du président Félix Tshisekedi. Il a déclaré que l'armée rwandaise a été sur le sol congolais du 25 janvier 2019 au 25 février 2019, donc pendant une année. Et que l'armée rwandaise s'est dirigée vers Kinshiché pour poursuivre la mine de Somikivu qui détient le produit qu'il a appelé pyrochlore. Voilà le nom. Et qui est un minerai qui entre dans la fabrication des fusées. Ça se trouve là-bas. Et à Massissi, pour les coltans, où la RDC détient à elle seule 60% des réserves mondiales du coltan. Et ça se trouve à Massissi. Donc allez-y comprendre que la guerre que la RDC est en train de vivre est une guerre par procuration et dont le Rwanda n'est qu'un élément. Donc si on traitait cette affaire en face du Rwanda, du M23, du CNDP hier, du RCD hier, donc on n'aura pas de solution. Il faut entrer là où se trouvent les problèmes. Oui, c'est Dieudonné, merci pour votre intervention. Je reviens à vous. Le temps de donner la parole à votre co-débatteur, M. Blaise. Pour dire, M. Blaise, pensez-vous qu'il y a de dessous de cartes, que le Rwanda n'est pas le seul ennemi qui attaque la partie est de la RDC? Merci beaucoup, madame, de la parole m'accorder. La fois passée, j'étais ici dans ces plateaux. Je l'ai évoqué, madame. On s'était dit, est-ce que le gouvernement est en train de travailler sur quelle approche? Aujourd'hui, on le sait très bien que derrière le Rwanda, il y a
beaucoup de forces que nous pouvons appeler, madame, les impérialistes. Ces gens-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, que la RDC est menacée, il y a la communauté internationale, il y a l'OTAN qui est là, il y a l'Union européenne, il y a beaucoup, madame, beaucoup d'organisations internationales. Et maintenant, aujourd'hui, nous avons, si comme nous avons dit la fois passée, et que le silence règne au sein de toutes ces organisations, nous ne comprenons plus rien. Finalement, de l'autre côté, nous avons vu la guerre à l'Ukraine. Et maintenant, la CPI vient de mettre un mandat d'arrêt contre Poutine. Mais la RDC est longtemps combattue, longtemps agressée, comme je venais de le dire sur Top Congo. Jusque-là, il n'y a pas une solution, il n'y a pas une décision au sein de la communauté internationale, madame. Et maintenant, il faut toujours continuer à accuser les Rwandais. Non, madame. Moi, je pense que derrière les Rwandais, il y a des pesanteurs que nous devons, comme M. Didier, le président provincial de la BACO, qui vient de le dire, il dit, il faut vraiment diagnostiquer au fond quel est le réel problème, madame. Jusque-là, les Congos ont un sérieux problème, madame. Quand on arrive à diagnostiquer au fond les vrais problèmes, les réels problèmes, vous allez vous rendre compte que derrière les Rwandais, il y a une foule. Il y a beaucoup d'organisations qui sont derrière et chercher à tout faire pour qu'ils aient la même mise sur les Congos. C'est comme ça que nous avons toujours dit, nous devons nous référer à tout ce qui s'est passé en 1962 avec le président Joseph Kasavubu. Il dit les problèmes, c'est à l'interne, madame. Les problèmes, il faudrait qu'on s'organise à l'interne, madame. Au lieu que les troupes qui sont au front acquises et fassent à tout moment les déclarations. Non, non. Nous devons d'abord armer nos troupes, donner les moyens nécessaires, équiper sur le plan logistique, et puis on donne une philosophie de travail, madame. C'est à ce moment-là que vous allez comprendre que la paix sera restaurée dans notre partie est de la RDC, madame. Merci. Merci pour votre intervention. Je vais renchérir avec vous, M. Blaise, pour parler de l'alternance politique. Nous savons que vous êtes de la BACO, comme on l'a dit tout à l'heure lors de présentation, et que Joseph Kasavubu fut le tout premier président après l'indépendance du pays. Mais après ça, il y a eu plusieurs alternances, c'est-à-dire qu'il y a eu le pouvoir de Mobutu, le pouvoir avec le coup d'État de Laurent Désiré Kabila, pour poursuivre avec Joseph Kabila, et puis aujourd'hui nous sommes avec Félix Tshisekedi. Il y a eu autant d'alternances politiques en ce qui concerne ces pays durant ces 60 ans d'indépendance. Mais quels sont les inconvénients, les avantages de cette alternance? Du fait qu'on ait eu à changer de régime pour être dirigé, comme disent les Européens, par la gauche et puis par la droite. Merci beaucoup, madame. Je suis vivement satisfait par rapport à la question que vous m'avez posée. Et en fait, les réels problèmes au sein de notre pays, nous devons d'abord maîtriser beaucoup de choses. En tant que politique au cadre du parti, j'ai toujours dit, comme mon président, le président général a toujours soulevé, quel est le système politique que Kasavubu utilisait pour faire asseoir les institutions et tout autre programme au sein de notre nation. D'abord, le président Kasavubu prônait le fédéralisme. Après qu'il soit évincé du pouvoir, le président Mobutu est venu avec son système de l'unitarisme. Et aujourd'hui, je vais vous dire sans cesse que l'unitarisme a montré ses faiblesses jusqu'au jour d'aujourd'hui. Incapable de faire développer ces pays. Est-ce qu'il faudrait continuer avec ce système d'unitarisme qui ne produit rien? Je vais encore vous révéler quelque chose de bon, madame. Il y a une forte ramification. Quand ils ont su que le système
de l'unitarisme présentent à tout moment de faiblesse, ils ont voulu se référer à la décentralisation. C'est-à-dire la forme de fédéralisme en miniature. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons les résultats? Jusque-là, il n'y a rien comme résultat. Pourquoi? Parce que les présidents qui sortent d'un autre courant et le président, là plutôt le gouverneur au sein de la province qui sort dans un autre courant et que le gouverneur également sort dans un autre courant, vous verrez qu'il y a une divergence au niveau de la base. Et soit l'autre sert son patron, l'un plutôt sert son patron et l'autre sert son patron également. Vous verrez que cette divergence ne permet pas qu'il y ait le développement au sein de la base que nous pouvons appeler province. Or, avec le système de fédéralisme que nous avons toujours prôné, ça permet que les gens qui sont au sud Kivu, les gens qui sont au Maniema, les gens qui sont au Kasaï s'organisent et voir là où ça ne marche pas et qu'ils essayent de fournir les efforts, de concentrer des moyens nécessaires pour pallier aux problèmes qui se voient à tout moment à ces contrées. Donc, comme l'a fait les grandes puissances, les États-Unis d'Amérique. Oui, bien sûr, madame. Aujourd'hui, nous pouvons évoquer un problème. Aujourd'hui, on pouvait dire que même l'Afrique du Sud, c'est un État fédéral. Le Nigeria également, c'est un État fédéral. Mais pourquoi on ne les accuse pas que ces États-là sont des séparatistes? Pour nous, à Bako, nous disons non. Mais essayons avec ce système fédéral. Comme ça, nous adoptons une constitution qui cadre avec la réalité pour que ces gens qui sont au niveau de l'exécution, au niveau de la province, n'hébertent pas de la position d'équilibre. Donc vous prenez le fédéralisme. Vous prenez la politique de Kungu. Madame, vous pouvez très bien le dire, mais nous avons été les premiers à mettre ce système en place. Et vous avez eu le résultat quand le président Kassavou est au pouvoir. Où il a voulu qu'un gouverneur au niveau de la province ait l'effectivité du pouvoir et qu'il ait la capacité de résoudre les problèmes au niveau de la base sans passer par le gouvernement central, mais en réservant plutôt des solutions, en réservant une copie d'informations au niveau du gouvernement central. Et à ce moment-là, le gouvernement central peut facilement se servir de ces éléments-là et voir comment l'exécutif au niveau de la province a travaillé pour le bien-être de cette province-là. Et vous verrez qu'en fonction de ce système, et que le développement va se répertorier dans les 25 provinces de notre pays. Merci pour votre intervention, M. Blaise. M. Dieudonné, dites-nous les avantages et les inconvénients de l'alternance politique et aussi pour rajouter, est-ce que si on fédéralisait le Nord Kivu et les sites Kivu, il n'y aurait plus de problèmes d'hostilité des ennemis qui attaquent cette contrée? Madame Claudia, pour répondre à cette question, je poursuis ma logique par rapport à la première question que vous avez posée pour donner des pistes de solutions afin de résoudre le problème qui sévit maintenant dans notre pays, mais principalement à la partie Est. Il est acté que ce sont des forces multinationales, des forces obscures, des puissances que nous ne maîtrisons pas en tant que Congo, qui sont en train de nous faire la guerre au travers des États voisins pour les matières premières que nous avons. Mais il y a une porte par laquelle ces organisations internationales sont en train de passer. Mais ce sont ces éléments-là que je peux évoquer. La première, c'est la faiblesse de l'État congolais. Nous avons un État faible. Et cette faiblesse de l'État est due à plusieurs éléments, notamment la forme de l'État qui pose une faiblesse. Monsieur Moutadi, l'inspecteur général, vient de donner beaucoup plus de précisions là-dessus. La forme de l'État que nous avons empêche justement à la République démocratique du Congo de jouer son rôle moteur dans l'Afrique centrale.
d'être un pivot, de se prendre en charge et de grandir et de se constituer comme un État parmi les États. Il a donné des détails, mais moi je vais beaucoup plus parler par les exemples. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement central et nous avons des gouvernements provinciaux qui sont conduits par des gouverneurs des provinces. Et vous lisez dans la Constitution, il y a une disposition qui parle de retenue à la source des 40% des recettes qui sont produites par le gouvernement provincial. Mais aujourd'hui, au nom de l'unitarisme, on a même violé la Constitution pour parler de la rétrocession. Et tout le monde sait qu'on parle de la rétrocession. Alors que c'est une violation constitutionnelle, c'était la retenue à la source. Et les juristes, et la population, et le Parlement, tout le monde sait. Un autre exemple. Pour vivre, la province doit attendre la manne qui doit lui provenir du gouvernement central. Est-ce que vous connaissez beaucoup la population qui est en train de vilipender les gouvernements provinciaux? Pourquoi ils ne sont pas aussi actifs? Comment ils ne résolvent pas vraiment les problèmes des populations que vous avez? Le budget d'une province est composé de deux parties. Il y a la partie investissement et la partie fonctionnement. Les 30% de fonctionnement, c'est ce qui lui est autorisé par les taxes qu'il perçoit là, chez vous. Quand il passe dans des marchés, dans des entreprises qui sont à son ressort, telles que reconnues par la loi certaines taxes et redevances. Mais 70% d'investissement, il attend du gouvernement central. Et donc, quand le gouvernement central ne donne pas ces 70%, donc, par conséquent, le gouvernement provincial ne sait pas prendre ses responsabilités par rapport à vous. Monsieur Dieudonné, excusez-moi de vous interrompre, mais ils attendent le 70% du gouvernement central parce que, je prends l'exemple des entreprises de régie financière qui ont des expansions dans des provinces. Il y a certaines provinces qui sont très, très prospères comparées à d'autres. Et les recettes que génèrent ces provinces vont directement dans, disons-le bien, dans la direction générale de ces entreprises qui doit par ailleurs se mettre d'accord avec le ministère des tutelles pour par après chercher à donner de pourcentage ou bien donner de moins de subsistance à ces provinces. Et du coup, on trouve que peut-être fédéraliser pourrait nous aider à avoir plus de... Comme on parle de la bonne gouvernance, peut-être fédéraliser pourrait nous aider à être dans la bonne gouvernance, mais pensez-vous que cela sera flexible pour nos politiciens? Cela sera flexible au niveau du pouvoir central ici à Kinshasa? Justement, je suis en train d'énumérer les faiblesses. Allez-y. La première faiblesse, c'est la forme de l'État. Nous devons absolument basculer ces pays au fédéralisme. Le fédéralisme n'est pas le séparatisme, non. En lingala, même notre langue, ça s'explique bien. Allez-y. Quand on dit fédérer, c'est-à-dire kosangisa, ce n'est pas kokabola, c'est ça, c'est simple. Et donc, ceux qui accusent le fédéralisme de séparatisme, ce sont justement ceux qui veulent que l'unitarisme qui a échoué, la décentralisation qui a échoué, puisse continuer afin que le flou plane totalement et rendre le Congo dans la faiblesse, la maintenir dans la faiblesse, afin que ce que nous sommes en train de déplorer, vous et nous là, que les multinationales se servent de notre sous-sol et aussi de notre sol avec les bois qui traversent chaque jour. Et le Congo ne se retrouve pas et les Congolais ne se retrouvent pas. Deuxième faiblesse, c'est ce que vous venez d'énumérer. C'est l'état de la classe politique congolaise. Des hommes qui sont appelés à animer les institutions. Je vous ai donné tout à l'heure là un exemple d'une violation flagrante de la Constitution. On parle
de la retenue à la source à la rétrocession. Par quelle magie? Par quel mécanisme? Et tout le monde se tait. Pourquoi? Parce que ça arrange une bonne partie de la population. Quand je dis population, ce n'est pas ce que les politiciens sont habitués d'appeler les petits peuples, mais la population comme représentation nationale. Ils se taisent parce qu'au guide des arrangements politiques, les uns se retrouvent. Non, ça ne devait pas se passer comme ça. Les recettes qui doivent être produites par la population doivent d'abord revenir à la population. Et donc, la faiblesse de l'État, en cette deuxième point que j'ai cité, la classe politique veut maintenir à tout prix la population dans cet état. La population doit savoir qu'il est le souverain primaire. Donc quand il y a quelque chose qui ne va pas, mais prenez-vous en charge. Le Parlement que nous avons là, et Abako est en train de se préparer pour les élections le 23 décembre de cette année. Nous voulons changer ce Parlement. Ce Parlement qui est une représentation de la population, mais qui ne porte pas les aspirations de la population. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont ceux qui sont à l'intérieur. Vous les connaissez. Ils y passent chaque jour dans les médias et ils vous disent que, en tout cas, nous sommes en deçà de ce que vous, la population, vous attendez de nous. Et les faits sont là. Ce Parlement n'est pas en train d'aider le président de la République, ni vous, la population. Je prends un petit exemple. Aujourd'hui, tout le monde est en train de critiquer le fait que le président Félix Tshisekedi a amené la République démocratique du Congo à l'EAC, les pays de l'Est. Congo est membre. Et aujourd'hui, l'EAC est impliqué dans la recherche de la paix dans la partie est de notre pays. Mais, que dit la Constitution, par exemple, à l'article 214? C'est dit que pour aider le président et le peuple, les cas de traités de commerce entre la RDC et le Rwanda, par exemple, cas d'adhésion de la RDC à l'EAC, devait passer par le Parlement. Le Parlement devait couler ça sous forme de loi. Est-ce que ça a été fait? Non. Ils n'ont pas aidé le chef de l'État. Et les conséquences qu'il les portera, c'est le chef de l'État. Et ils diront, il ne nous a pas consultés, donc ça ne nous engage pas. Donc c'est ce genre de comportement-là que la population doit ouvrir l'œil et le bon. Voilà pourquoi Abako veut des élections pour que ce type de parlement ici soit dégagé. Et Abako entrera au Parlement pour faire en sorte que les moyens les plus faciles pour gouverner ces grands Congo, un sous-continent, pour que la population se retrouve à partir de la rue, c'est le fédéralisme. Et au moment où nous parlons, il y a déjà une dynamique qui est lancée. Nous sommes dans les chancelleries en train de plaider cette cause-là. Nous sommes aujourd'hui en train de ratisser large pour appeler d'autres formations politiques à se joindre à nous, à Bako, afin que nous puissions former cette force des fédéralistes. Les autres formes de l'État ont échoué. Essayons ce qui a marché. Ça n'a fait que 5 ans. Et il y a eu quand même des résultats. Mais pourquoi ça a été interrompu par les ennemis du Congo? C'est pour maintenir cet État dans la faiblesse, afin que nous puissions vivre ce que nous sommes en train de vivre. Donc, si la population se laisserait toujours entraîner par cette manière de faire de la classe politique, eh bien, je pense qu'il ne s'apprendra qu'à elle-même. Voilà, madame, pour la deuxième question. Merci pour votre intervention. Ça n'a fait que 5 ans et ça a été brisé par les ennemis du Congo. Mais après, plusieurs décennies sont passées. Est-ce que le peuple peut avoir confiance à la Bako? Déjà, M. Blaise, pour certains, vous représentez une forme de résilience. C'est-à-dire, si je peux le dire en lingala, vous êtes trop malili.
les politiciens disent que la politique, déjà, le but d'un parti politique, c'est de chercher, on est à la conquête du pouvoir, un parti politique est à la conquête du pouvoir avec un plan d'action bien établi et puis chercher à le maintenir le plus longtemps possible. Est-ce que c'est le cas avec la BACO? D'autant plus que vous avez eu à gouverner il y a de cela plusieurs décennies et qu'aujourd'hui, le contexte n'est plus le même qu'auparavant. Vous avez peut-être quelque chose à dire là-dessus. Merci beaucoup, madame. Comme la fois passée, j'ai essayé un peu d'intervenir sur ce point. Je vous ai dit qu'il n'y a qu'une forme des formules en mathématiques qu'on utilise du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, si on vous dit la formule de delta c'est b carré moins 4ac. Et quand vous descendez en dessous, on vous dira x1, xdc moins b, plus ou moins racine de delta sur dA. C'est ça la réalité. Même si vous irez au niveau de l'université, c'est la même formule qu'on va vous montrer. Donc, de dos que hier, c'était une autre réalité. Et aujourd'hui également... Les contextes ont changé. Oui, je dirais non. Parce que nous sommes dynamiques. La BACO est très bien organisée aujourd'hui. Hier, oui, on pouvait dire qu'il y avait un peu de faiblesse, mais aujourd'hui, la BACO a recruté, a mobilisé des ressources nécessaires pour que, si aujourd'hui qu'il ait eu la chance de revenir au pouvoir, comme nous le faisons très bien, nous savons très bien que nous allons revenir. Et ça sera bien, le peuple sera très bien servi par rapport à notre philosophie et notre système de travail. Parce que nous l'avons démontré tout au début. C'est le même statut que nous sommes en train d'utiliser depuis Joseph Kasavubu. On n'a rien changé. Sauf qu'il y avait des mutations pour certains points pour essayer un peu d'aérer les tests par rapport à la réalité et l'adapter par rapport à la réalité d'aujourd'hui. Donc, pour vous dire que de l'autre côté, il n'y a même pas un problème, il n'y a pas un souci. Nous sommes à mesure de gérer ces grands Congo et de donner aux Congolais tout ce qui lui convient pour qu'ils soient très bien appelés Congolais et respectés partout ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, madame, il ne faut pas oublier que demander tout ce qui arrive en Angola, demandez nos frères congolais qui habitent le pays voisin, ils vous diront combien de fois qu'on traite les Congolais comme des bêtes. Parce que nous n'avons pas une personnalité. Nous avons perdu nos valeurs. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, on n'arrive pas à mettre les Congolais à l'état où ils devraient se retrouver. Madame, l'unitarisme a montré ses faiblesses. Le vrai souci au Congo, c'est quoi? Joseph Kasavubu l'avait dit. Il dit à Monseigneur Vandrover, il dit ceci. Est-ce que ça ne sera pas nécessaire que vous intégrez cette chance d'acquisition de l'indépendance à l'enseignement primaire et que chaque Congolais sache très bien que nous avons acquis le valeur. On nous a donné que nous devons nous-mêmes nous prendre en charge pour gérer ces grands Congo et que ce Congo doit être géré par le fils du pays, qu'il sache la valeur et ce que contient notre pays en termes de ressources tant naturelles et ce que Dieu nous a donné comme gâteau et cadeau que je peux appeler madame. Donc aujourd'hui le peuple congolais doit savoir que la souffrance que nous avons ne dépend pas de nous-mêmes, c'est grâce à tout ce que Dieu nous a donné. Et maintenant la lutte, c'est que nous devons d'abord savoir, il faudrait qu'on sache réellement que nous sommes entourés de quel pays. L'Angola exploite notre pétrole ici. Est-ce que le paisible citoyen ici le maîtrise? Non, rien du tout. Et aujourd'hui le Rwanda est en train d'exploiter les coltan et les gaz. Les Burundi également. Tous ces pays qui nous entourent, ils ont des mines exploitées dans notre pays. Il faudrait qu'on les sache. Ce n'est pas parce que les relations bilatérales que nous avons avec l'Angola ne servent que dans des relations diplomatiques. Non, rien du tout. Parce qu'ils exploitent les histoires qui nous appartiennent. Et le Rwanda, bien qu'ils veulent l'exploiter d'une manière absurde que le Congo ne maîtrise pas, c'est ainsi qu'ils continuent à armer les forces négatives pour qu'ils aient l'accès dans notre pays
et qu'ils aient les ressources que Dieu nous a données, madame. C'est ça, c'est que le peuple congolais doit d'abord savoir. Monsieur Blaise, permettez-moi de vous interrompre. Là, la régie nous fait déjà signe. Nous tournons vers la fin de notre émission. Mais parlons de Joseph Kasavubu. Quel héritage qu'on peut garder de cet illustre homme d'État et qu'est-ce qui est prévu en date du 24 mars prochain, la date de sa commémoration? Merci beaucoup, madame. D'abord, ce que Joseph Kasavubu nous a légué comme héritage, c'est la bonne gouvernance. C'est comme ça que je suis venu auprès de vous parce que la magazine intitule Regard sur la bonne gouvernance. Voilà, merci beaucoup, madame. Donc, si j'ai pointé du doigt à tout moment passé et mettre nos avis parce que nous avons l'expérience. Et nous savons que quand Kasavubu était au pouvoir, même le chien avait une bonne vie. Donc, c'était l'époque où le chat mangeait du poisson. Oui, parce que quand vous donnez aux enfants et qu'ils sont rassasiés, ils n'ont plus besoin de la nourriture, il faut les déverser dans des poubelles. Et quand vous déversez de l'autre côté, il y a des chats et des chiens qui se servent de tous ces Qu'est-ce que la BACO prévoit pour cette commémoration? Madame, la BACO en tant que parti politique a prévu beaucoup d'activités au sein du parti. Nous avons une matinée politique qui est organisée au niveau de la permanence. Oui. Et à Singin, là où on a enterré le fait président Joseph Kasavubu, heureuse mémoire, il y a des activités qui sont organisées pour la Fédération du Congo central. Et il y aura beaucoup de membres qui vont, au jour d'aujourd'hui, ils ont déjà commencé à installer le site, aménagé comme sous-technicien, je dois le dire. Ils ont commencé à aménager, mettre les histoires qui conviennent pour recevoir la délégation de Kinshasa et les gens qui proviennent par-ci, par-là. Eh bien, je dis que nous demandons au gouvernement central, aussitôt qu'ils ont élevé Joseph Kasavubu au rang de héros national, que nous souhaiterons très bien que la journée soit déclarée à chômé payé à toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est ça notre souhait. Merci pour votre intervention. Rapidement, Monsieur Dieudonné, quel est l'héritage que les générations futures pourront garder de Joseph Kasavubu, qui était le tout premier président de la République du Congo, et qu'est-ce qui est prévu au niveau du parti, la BACO? Kasavubu, premier élément, c'est l'intégrité morale. Et deuxième élément, c'est la conscience de sa charge, un homme d'État. Leadership, service, et non leadership, se servir. Non. Ce que nous assistons aujourd'hui, c'est un peu le contraire. Donc, on utilise le pouvoir pour se servir et non pour servir. Donc, si nous pouvons rentrer avec les coutumes anciennes comme celle qu'incarne le président Kasavubu, je pense que beaucoup de choses iraient de mieux en mieux. Il a fait son temps au pouvoir, mais il ne s'est pas enrichi au pouvoir. Et à la fin de son mandat qui a été interrompu à quelques mois, il est rentré dans son village natal où c'est là qu'il a quitté la terre des hommes. Et la bonne gouvernance, je pense que l'inspecteur l'a si bien souligné, mais aussi il était un homme pacifique. Il a suggéré beaucoup de conflits à l'interne parce que 3 mois après l'accession de notre pays à l'indépendance, l'impérialisme avait déjà miné les choses pour que ça explose. Et n'eût été la tempérance de celui qui a conduit le pays pendant ces temps. Et je pense que il y a beaucoup d'événements malheureux qui allaient vraiment se passer dans notre pays. Et pour ce qui est de la BACO, vous avez posé la question de savoir si la BACO est prête pour prendre les règnes et diriger le pays. Et je vous dirais d'abord que pour aller loin, il faut ménager sa monture. C'est comme ça qu'à BACO, sous le leadership du docteur Pierre-Anatole Matussila, notre président national, président général, et nous avons eu un congrès au mois de novembre de l'année dernière. Et de ces congrès, qui était le congrès de refondation, donc le parti a été refondé.
avec une vision claire, maintenant être compétitif, parce que en fait, c'est que les gens sont habitués, comme vous l'avez dit, à interpréter comme une froideur. Non, c'est pas la froideur. C'est-à-dire que ABACO, c'est un parti politique qui prône les valeurs. Et quand il y a une majorité d'anti-valeurs, vous voyez, c'est comme du cheveu dans la soupe. On se retrouve comme dans un îlot. Maintenant, nous devons coaliser avec les autres, faire entendre notre voix. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui face à la population. Leur dire que l'État est venu pour que les choses changent effectivement. Nous avons maintenant au sein de l'ABACO des structures nationales et locales fiables. Des cadres de qualité, nous en avons vraiment beaucoup pour l'instant. Et nous sommes en train de ratisser large pour maintenant faire passer ce discours auprès de la population pour que cette dernière puisse se prendre en charge en venant vers nous comme nous allons vers eux. Raison pour laquelle pendant la période d'enrôlement qui nous a été donnée par la CENI, ABACO a fait un grand travail ici à Kinshasa comme en province pour sensibiliser les militants, les sympathisants afin de se faire enrôler massivement, et nous voulons à tout prix que le 23 décembre ici, qu'il y ait élection pour qu'il y ait alternance, surtout de ces parlements, parce que c'est au sens de l'ABACO, c'est ce parlement qui ne fonctionne pas bien, qui se comporte en caisse de résonance, et le fédéralisme que nous voulons faire passer, nous pouvons passer que par les institutions. Donc c'est en cela que ABACO est maintenant prêt pour affronter les grands défis. Et donc, ceux qui sont dans la positivité, ceux qui sont dans l'amour du Congo, ceux qui sont dans l'amour de la population, nous trouverons sur leur route. Et nous viendrons vers vous pour vous proposer ce projet de fédéralisme. Vous allez nous accueillir, vous ouvrir votre porte et nous allons en discuter pour qu'ensemble, nous formons une force de fédéralistes pour faire entendre notre voix pour un Congo fort, un Congo uni, un Congo prospère, afin de faire face à cette vague de puissance qui nous opprime, mais que nous puissions nous faire considérer comme un partenaire, comme les autres pays, les autres États du monde. Merci, madame. Merci à vous pour votre intervention, M. Dieudonné et M. Blaise. Merci d'avoir eu l'amabilité de venir répondre à notre invitation. Le 24 mars prochain, qui est un jeudi, l'ABACO va organiser une soirée, une matinée politique, une journée commémorative pour la disparition de celui qui a été le tout premier président de la République du Congo, le feu Joseph Kasavubu. Des raisons de mémoire, je pense que le peuple congolais se souvient de lui et on pense que le gouvernement central pourra de son côté s'organiser pour rendre honneur ou hommage à cet homme, comme le dit un adage, à tout seigneur, tout honneur. C'est déjà la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Le rendez-vous est pris prochainement. Au revoir.